Docteur Ibrahima Traoré, bonjour. Bonjour. Qui était l'homme Ibrahim Boubacar Keïta? Le président Ibeka était un homme bon, honnête, patriote, républicain. Il aimait le genre humain, au point de ne pas pouvoir faire de reproches aux gens auxquels il avait confié une mission et que la mission n'ait pas été bien exécutée. Il était chaleureux, hein? Il était chaleureux. Il était capable de donner tout ce qu'il avait à son prochain et de tomber lui-même dans le besoin. Il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui m'a connu au berceau, donc je le connais bien. Oui, parce que je crois que vous êtes proche par son épouse, hein, c'est ça? Exactement. Son épouse et ma cousine. Alors vous qui le connaissez depuis longtemps, était-il un homme généreux? Il était très, très généreux. Il était capable de donner tout ce qu'il avait à son prochain et tomber lui-même dans le dénuement. Il n'était pas du tout attaché au matériel, même vraiment pas du tout. Oui, c'était un passionné des livres, hein, c'est ça? C'était un grand intellectuel, il aimait lire, il aimait faire des références aux grands auteurs. C'était quelqu'un de très, très cultivé, qui était féru d'histoire et qui aimait partager sa passion des livres. Alors, jusqu'à son élection du mois d'août 2013, c'était un homme de bon sens, mais est-ce que son élection ne l'a pas un petit peu changé? Moi, je pense de voir l'attente du peuple, tout le monde qui était à ses pieds, voulant le servir et tout. Peut-être probablement qu'il n'a pas su faire le choix des hommes. Est-ce que la cérémonie d'investiture de septembre 2013 ne lui a pas un petit peu tourné la tête? Moi, je pense que oui, et ça, c'est vraiment mon interprétation des phénomènes. Quand on voit tous ces présidents, le président Hollande, le roi du Maroc et tant d'autres présidents et chefs de gouvernement, je pense que humainement, ça peut vous monter à la tête. Et je pense que moi, mon interprétation, c'est ce jour-là qu'il a perdu le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su faire après le choix des hommes. Et je crois que chacun doit faire son examen de conscience et prendre sa part de responsabilité. Qui est celui qui lui a dit un tant soit peu, monsieur le président, ça ne va pas? Moi, je ne connais pas beaucoup. Pourtant, ils étaient tous là. On a dit qu'il n'était pas très assidu au travail et qu'il arrivait tard le matin à son bureau du palais de Koulouba. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend de quel côté on se met. Il avait 3 bureaux. Il pouvait travailler chez lui, il travaillait à la résidence des autres et il travaillait à Koulouba. Alors après, les gens ont brodé là-dessus. C'est pas vrai du tout. Et c'est quelqu'un qui travaille très tard le soir. Le président Ibeka, il lui arrivait de recevoir à 2-3 heures du matin. Et recevoir après à sa résidence le matin. Mais il n'était pas un peu dilettante? Moi, je ne l'ai pas connu dans le dilettantisme, honnêtement. Moi, j'ai eu des rapports des fois très difficiles avec lui, parce que je disais ce que je pensais. Quand moi, j'allais prendre mes fonctions, j'étais quand même chirurgien des hôpitaux, chef de pôle de chirurgie, donc j'avais un métier sûr en France. Et donc, je lui disais ce que je pensais. Et je ne l'ai pas connu dans le dilettantisme. Il était à la fois chaleureux et autoritaire. Il devait se fâcher quelquefois, donc, contre certains membres de son entourage. Il se fâchait avec les gens qui étaient vraiment très, très proches de lui. Je fais partie de ces gens-là. Mais une fois qu'il vous nommait, il vous laissait faire parce qu'il pensait que tout le monde était comme lui, allait s'investir au maximum de ses potentialités. Hélas, il s'est beaucoup trompé. Il n'était pas assez vigilant à l'égard de ses collaborateurs indélicats. Pas du tout, parce qu'il pensait que tout le monde était comme lui, honnête, patriote, républicain, et que chacun se dépensait au maximum de ses potentialités et qu'on lui rendait compte fidèlement. Et là, c'est ça qui l'a beaucoup trompé parce que les gens lui faisaient pas du tout de bons comptes rendus. Il faisait trop confiance? Il faisait énormément confiance et sans contrôle. D'où les affaires de mauvaise gouvernance et de corruption? Absolument. Et quand on lui disait, il pouvait pas croire. Lui pensait que tout le monde était forgé à son image. Et c'était une erreur. Et ça lui a joué des tours. Mais est-ce qu'il a quand même limogé des collaborateurs qui avaient failli dans leur mission? Oui, mais il les a limogés, mais beaucoup trop tard. Et ça, c'était un sujet de dispute entre vous, non? C'était un sujet de dispute entre nous parce que moi, je me souviens d'avoir fait irruption dans son bureau et lui dire qu'il y a beaucoup de ces ministres qui lui racontent n'importe quoi. Ils sont en train de mentir. Ils ne réalisent rien. Il m'a répondu, mais non, il m'appelait par mon petit nom, You. Non, toi, tu es méchant. Il n'aimait pas qu'on dise du mal sur quelqu'un. En avril 2020, il a laissé son fils, le député Karim Keïta, manipuler les résultats des élections législatives. Pourquoi cette faiblesse de sa part? Alors, moi, je ne sais pas si Karim Keïta a manipulé les résultats des élections. Jusqu'à preuve du contraire, je fais confiance à la Cour constitutionnelle. En tout cas, c'est comme cela que cela a été perçu par l'opinion, puisque c'est après cet événement que les manifestations ont démarré au mois de juin. N'a-t-il pas manqué de fermeté vis-à-vis de son fils? Honnêtement, je ne saurais le dire, parce que moi, je l'ai vu engueuler son fils moult fois. La première fois que Karim a voulu se présenter à la députation durant le premier mandat, ça a été même un scandale dans la famille, tellement il ne voulait pas.
pas. Il a fallu l'intervention du shérif de Nioro, de beaucoup d'autres notables, y compris moi. On s'est un peu fâchés. Et voilà. Y compris vous, pour que Karim Keïta puisse concourir à la députation, c'est ça? Tout à fait, parce que je lui avais dit que s'il se présentait pas, on aurait dit de toute façon, oui, c'est un fils de président, il n'a pas besoin de travailler. S'il travaille, on a dit oui, de toute façon, c'est un fils de président, on fait tout pour lui donner. Au moins, s'il va chercher un mandat, au moins, il a le mérite de se présenter au suffrage des électeurs. À partir du mois de juin 2020, Ibeka a donc affronté de grandes manifestations de rue. Est-ce qu'il a compris à ce moment-là qu'il était en train de perdre la main? Je pense qu'il n'a pas compris pour différentes raisons, certaines que je tairai par pudeur et d'autres parce que on lui a pas bien remonté des informations et puis quand il vous arrive beaucoup d'informations mal commentées, ça devient un problème et surtout il ne pouvait pas penser que certaines personnes puissent se liguer contre lui alors que bon, ils sont comptables de son bilan. Il pensait à quelques anciens ministres qui dirigeaient le M5, c'est ça? Absolument. Mais a-t-il compris à ce moment-là que l'impopularité de son fils Karim risquait de lui coûter le pouvoir? Alors ça, je peux difficilement répondre à cette question puisque nous n'en avons pas parlé. Mais c'est quelqu'un qui veut tellement pas faire de mal qu'il a préféré tomber plutôt que d'enlever certaines personnes. Et quand les forces de l'ordre ont tiré sur la foule et qu'il y a eu des morts, comment a-t-il réagi? Il était par terre. Franchement, il était bouleversé. Je pense qu'il a même failli démissionner parce que vraiment, il ne voulait pas de ça. Et je puis vous assurer qu'il n'était pas au courant. Le coup d'État du mois d'août 2020, est-ce qu'il l'a vu venir ou pas? Je pense honnêtement qu'il voulait plus de pouvoir. Je pense que tout le monde a vu venir le coup d'État, c'était inévitable. Je pense qu'il a vu venir. C'est-à-dire que le matin du 18 août 2020, il n'a pas été surpris par les coups de feu qui ont éclaté dans Bamako? La seule chose qui lui importait, c'était la paix au Mali. Si sa chute devait amener la paix au Mali, il était prêt à démissionner. Franchement, alors là, ça l'a pas surpris. Vous avez vu comment ça s'est passé d'ailleurs. Il n'a opposé aucune résistance. Il a demandé aux gens de ne pas résister, à sa garde de ne pas résister, et il a suivi l'armée. Mais il ne s'est pas senti trahi par le colonel Goïta? Non, pas du tout, pas du tout. Franchement, il a eu aucune espèce d'animosité envers lui, rien du tout. Et il a toujours prié pour que le colonel Goïta réussisse, pour le bien du Mali. Il était usé par la maladie aussi. Aussi, mais en tant que médecin et emprunté un serment, je n'aimerais pas parler de ça. Alors le président Ibeka était un homme de réseau, notamment sur le plan international, grâce à l'Internationale socialiste. On connaît notamment sa forte amitié avec François Hollande, mais est-ce que les choses ne se sont pas dégradées avec l'arrivée au pouvoir à Paris d'Emmanuel Macron? Honnêtement, je pense pas. Ayant couvert beaucoup de ces rencontres avec Emmanuel Macron, et d'ailleurs le dernier, c'est moi qui ai pris le rendez-vous à l'Élysée, ça a été très bien fait. M. Macron nous a reçus avec les honneurs, nous sommes rentrés après 18 heures par la porte principale de l'Élysée. Le président Ibeka a même eu droit à une petite discussion avec Mme Macron. Franchement, c'est qu'ils aient pu se dire des choses franchement, oui, mais il n'y avait aucune espèce de discussion belliqueuse entre eux. Alors quand j'entends que la France a lâché Ibeka, ça me laisse pantois. Mais le président français ne reprochait-il pas au président malien de manquer de fermeté dans sa conduite de l'État? Qu'il y ait eu une impatience du président Macron, ça, je peux le comprendre. Mais qu'il y ait eu des reproches, moi, je suis pas au courant de ça. D'autant plus qu'ils se sont plusieurs fois parlé par mon billet à l'entreprise de mon téléphone, puisque j'étais son directeur de cabinet, on m'appelait, je fixais les trucs, ils se parlaient, mais tout se passait hyper bien. Qu'ils aient eu des échanges comme ça, notamment à Nouakchott pendant le sommet du G5. Oui, mais bon, même dans une famille, il arrive qu'on se dise la vérité, sans se fâcher. Le ton peut monter, mais on reste unis. Ça, c'était en juin 2020, 2 mois avant sa chute. Absolument, oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit ce jour-là? Puis-je tenir cela secret? Mais ça portait peut-être sur la conduite des opérations militaires au Nord Mali. C'était la conduite des opérations militaires, tout le monde le savait. Mais bon, je veux dire, c'est présenté comme si c'était le président Ibeka qui devait aller faire la guerre au Nord. Il y a l'armée qui est là. Ce n'est pas Ibeka qui va faire le plan de guerre. Il ne pouvait pas aller faire la guerre à la place des militaires. Alors après sa chute du mois d'août 2020, la France n'a pas levé le petit doigt pour qu'il soit rétabli dans sa fonction de président. Et ça a dû être un coup dur pour lui, non? Non, pas du tout. Il a accepté sa chute en bon musulman.
Pour lui, c'était écrit, voilà. Il n'en a voulu à personne. Les gens racontent du n'importe quoi. Que pouvait faire la France? Bah, si, la France pouvait exiger le retour d'Ibeka au palais présidentiel, comme elle l'avait fait pour d'autres présidents déchus. Elle ne l'a pas fait. Mais il n'en voulait pas. Il ne voulait plus. La France aurait décidé, machin. La France a fait le maximum. Hein. Je connais très très bien l'ambassadeur de France au Mali, qui a fait des propositions et tout, pour qu'il son intégrité physique et tout soit préservé. Mais la France ne pouvait rien faire. Hein. Vous ne pouvez pas aller contre une certaine volonté du peuple. Le peuple s'était levé pendant plusieurs mois. La France ne pouvait rien faire. La CEDEAO a essayé, elle n'a pas pu. En fait, il était usé par le pouvoir. Je pense. Il ne comprenait pas autant d'animosité à son égard de gens auxquels il avait fait confiance, qui lui ont pas dit la vérité pendant tous ces mois, ces années de gouvernance, alors qu'ils étaient au pouvoir et qui tout d'un coup se lèvent contre lui. Ça, il n'a pas compris. Quel a été le plus grand regret de sa vie? De ne pas avoir réussi ce mandat. Peut-être a-t-il fait en 2018 le mandat de trop? Je pense. Et 6 mois avant les élections, il voulait pas partir. Bah oui, mais il était bien candidat. Oui, mais on a dû quand même le forcer un petit peu à être candidat. Les gens pensent que c'est un homme de pouvoir, qui veut le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas vrai du tout. Donc c'est son entourage, peut-être sa famille, qui l'a convaincu de se représenter. Pas forcément la famille, il y a les politiques. Je peux vous dire que ma cousine, sa femme, franchement, en avait marre de tous ces flonflons et ne voulait même pas qu'il se présente au deuxième mandat. Et quelle a été sa plus grande joie, sa plus grande fierté? Je pense que sa plus grande fierté, vraiment, ça a été de donner autant de moyens à l'armée. Quand il venait au pouvoir, les soldats avaient une arme, c'était une arme pour 5 soldats. Et quand il est venu au deuxième mandat, chaque soldat avait au moins une arme. Et quelle est la trahison qui lui a fait le plus de mal? Tous ceux-là qui l'ont servi, qui l'ont trahi, il en était meurtri. Mais il a toujours pardonné, vraiment. Et quelles sont les 2, 3 trahisons qui lui ont fait le... Je vous prie de... Je pense que vous connaissez assez la politique malienne pour deviner. Vous parlez de gens qui sont aujourd'hui aux affaires. En tout cas, vous le savez. Je n'ai rien dit. Docteur Ibrahima. En tout cas, il a toujours prié pour la réussite du colonel Assimi. Franchement, toujours. Et je pense que sa dernière prière était que le colonel Assimi réussisse pour le Mali. Docteur Ibrahima Traoré, merci.